Les dirigeants du G5 Sahel soulignent l'urgence d'une solidarité de la communauté internationale afin de faire face efficacement à la pandémie du Covid-19 dans le monde, en Afrique et dans le Sahel en particulier. Le ministère de la Santé entame l'exécution du volet santé du programme Mes engagements annoncé par le président de la République. Annonce du 8e cas du coronavirus dans notre pays. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. La session extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel qui s'est tenue par visioconférence sous la présidence de M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, président de la République, président en exercice du G5 Sahel, a été consacrée à l'évolution du Covid-19 dans l'espace du G5 Sahel. Les travaux de cette session ont été sanctionnés par l'adoption d'une déclaration que je vous propose de découvrir avec Rabi Aded. La session extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel, tenue par visioconférence et présidée par le président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, le président en exercice du G5 Sahel, a été consacrée à l'évolution de la pandémie du Covid-19 dans l'espace du G5 Sahel. Cette session a été marquée par une déclaration finale dans laquelle les chefs d'État du G5 Sahel lance un appel solennel à la communauté internationale pour que soit prise la mesure du péril qui menace aujourd'hui les pays du G5 Sahel. Au-delà du drame humain causé par cette tragédie, la pandémie du Covid-19 a fait entrer l'Afrique et le monde dans une récession d'une ampleur jamais égalée. Le continent africain connaîtra en 2020 une récession comprise entre 2 et 5% et qui pourrait atteindre 8% pour certains des États membres. Les chefs d'État du G5 Sahel attirent l'attention de la communauté internationale sur les tensions sociales sans précédent qui résultent de cette situation. La récession pourrait ainsi faire basculer des populations entières dans une grande précarité, ouvrir la voie à une crise alimentaire aiguë, anéantir tous les espoirs de voir se concrétiser les objectifs de développement durable et servir de terreau à l'expansion du terrorisme et de l'insécurité. Les chefs d'État du G5 Sahel apprécient les efforts déjà consentis par la communauté internationale, notamment le G20. Et les partenaires au développement avec à leur tête le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Union européenne, la Banque africaine de développement et l'ensemble des banques, fonds et agences de développement. Ils saluent les premières mesures prises par le FMI en faveur de l'allègement de la dette de certains des États du G5 Sahel ainsi que l'initiative conjointe de la Banque mondiale et du FMI appelant les créanciers publics bilatéraux à suspendre les paiements de la dette des pays IDA tout en accueillant favorablement le moratoire sur la dette initiée par le G20 et le Club de Paris. Les chefs d'État considèrent que seule l'annulation pure et simple de la dette extérieure des États constitue la solution. Ils ont remercié chaleureusement le président de la République française, le secrétaire général des Nations Unies, le président de la Commission de l'Union africaine et le président du Conseil de l'Europe de s'être fait l'écho de cette nécessité urgente et de plaider auprès de tous pour cette solution. Les chefs d'État du G5 Sahel appellent à une réaction internationale énergique face à l'ampleur de la pandémie du Covid-19 qui prenne en compte les spécificités des pays du G5 Sahel déjà profondément impactés par la lutte contre le terrorisme et les effets dévastateurs de la sécheresse. Et enfin, les chefs d'État du G5 Sahel invitent l'ensemble des partenaires à prendre des mesures concrètes et urgentes en vue de mobiliser les ressources supplémentaires pour soutenir les plans nationaux de relance économique qui permettront aux États du G5 Sahel de jeter les bases d'un développement durable. Les chefs d'État du G5 Sahel ont tenu à remercier leur frère, son Excellence, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, président en exercice du G5 Sahel, pour l'organisation de cette importante conférence. Pour en savoir plus sur les résultats de ce sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel et de l'appui de l'Union européenne à l'Alliance du Sahel, nous recevons ce soir sur notre plateau le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens d'extérieur, M. Ismaël El Cheikh Ahmed. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Comment évaluez-vous les résultats de ce sommet tenu par visioconférence? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci de m'avoir invité, de m'avoir donné cette occasion. Je dois dire que
le plus important à noter ici, c'est vraiment qu'il s'agit d'une initiative du président de la République, Mohamed El Cheikh Ghazouani, qui, comme vous le savez, préside le G5 depuis le dernier sommet de Nouakchott. Et à ce titre, il a pris la décision cette année de convoquer 2 sommets. Le premier sommet était le lundi 27 avril, qui était pour les 5 États membres du G5, auxquels ont participé les autres 4 présidents. Ils étaient tous là. Et je crois que durant ce sommet, comme l'a dit votre reportage, il était question surtout de regarder les conséquences de la crise actuelle, la crise sanitaire causée par le Covid, et en particulier d'en évaluer les conséquences, les conséquences économiques dramatiques. Dramatique, c'est l'emploi, dramatique, c'est l'économie, avec une possibilité de récession, comme cela a été signalé, qui peut aller jusqu'à 8%, entre 2 et 5%, mais dans certains pays à 8%. Un effet majeur, c'est les entreprises. Vous savez, il y a des villes quand même qui ont été fermées, des régions, et tout cela a des conséquences sur l'économie. Donc ce sommet s'est appuyé sur cette question pour faire un appel, que je considère comme étant l'appel de Nouakchott, et qui a permis de demander par ces États une annulation pure et simple de la dette. Bien sûr, ils se sont félicités de ce qui a été fait jusqu'ici en termes de moratoire et de réduction de la dette, mais ce n'est pas suffisant. Si l'on veut réellement aujourd'hui sauver l'Afrique, et c'est un appel pour l'ensemble de l'Afrique, c'est là aussi où je souligne le leadership du président, parce qu'il s'agit d'un appel pour l'Afrique, comme l'ont fait récemment le président Macron, le secrétaire général des Nations Unies et le président de l'Union africaine. Je pense que le président de la République rejoint aujourd'hui avec ses pairs ces voix-là pour demander un appel pour toute l'Afrique, mais bien sûr avec une certaine sensibilité et une attention plus particulière pour le Sahel qui vit quand même une crise majeure. Ça, c'est le premier sommet. Le deuxième sommet était le mardi avec donc l'Union européenne. Il était présidé par son Excellence le président Mohamed El Cheikh Ghazouani et le président du Conseil de l'Europe, M. Charles Michel. Et il y avait un niveau de participation extrêmement important, les 5 chefs d'État du G5, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Mme Amina Mohamed, le président de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mohamed. Durant ce sommet, le plus important, c'est le fait que les participants, en particulier l'Union européenne, les Nations Unies, l'Union africaine, ont tous endossé la déclaration qui a été donnée donc, durant le sommet de Nouakchott de la veille, et la déclaration de Nouakchott, et en disant qu'ils soutiennent cette idée et qu'il faut qu'il y ait une considération sérieuse pour cette question de l'annulation de la dette. Au-delà de cela, il y a eu des annonces importantes auxquelles je pourrais revenir de l'Union européenne par rapport à la réponse au Covid. Tout ce que je voudrais dire ici en un mot, c'est que durant cette période de crise, c'est le moment où l'on voit réellement le leadership. Je pense que cette initiative du président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, vient vraiment à point, vient à un moment où elle est critique, et je pense qu'elle remet la Mauritanie au centre du leadership régional et du leadership africain, pour ne pas dire au niveau mondial. Très bien. Et une stratégie unifiée a-t-elle été adoptée pour faire face à la menace de propagation de la pandémie du coronavirus? Oui, tout à fait. Donc cette stratégie, comme vous le savez, qui a été en fait déjà adoptée par l'ensemble des pays qui ont ce qu'on appelle des plans de réponse, dans lesquels il y a des aspects économiques pour le redressement économique. Chez nous, par exemple, nous avons mis une enveloppe de 25 milliards de guillemets. Ces plans vont être soutenus par nos partenaires principaux, en particulier l'Union européenne, durant donc cette conférence. La présidente de la Commission, Mme van der Leyen, a annoncé un appui de plus de 400 millions d'euros pour l'appui donc à la crise du G7. Et en plus de cela, le haut représentant pour la sécurité et pour les affaires étrangères, M. Borrell, a annoncé un appui pour les aspects sécuritaires, parce qu'en même temps que nous faisons face à cette crise du Covid, il ne faut pas oublier que malheureusement, la crise sécuritaire, la crise face au terrorisme continue. On l'a vu récemment dans certains pays membres, comme au Burkina, au Niger, au Mali, mais aussi on l'a vu près du lac du Tchad, où il y a une opération importante contre le Boko Haram menée par les forces armées tchadiennes. Donc il y a réellement besoin d'un appui, et les partenaires l'ont dit. Bien sûr, nous espérons maintenant que l'appel pour l'annulation de la dette va être entendu. Inch'Allah. Où en sont les efforts des chefs d'État du G5 Sahel pour étendre la coalition pour le Sahel à d'autres partenaires internationaux? Je pense que vous touchez là un point aussi important. Durant ce sommet, le dernier, le sommet du mardi, je pense que l'un des points principaux qui a été d'ailleurs l'objet d'une partie de la déclaration qui en est sortie, était de dire qu'il y a cette coalition qui, comme vous le savez, avait été lancée déjà au sommet de Pau, qui était une initiative du président Macron et des présidents du G5. Donc aujourd'hui, on demande à ce que cette coalition soit élargie, qu'elle soit élargie à d'autres pays. Je sais qu'il y a des pays à la fois en Asie, donc nos partenaires classiques comme la Chine, le Japon,
la Corée du Sud, mais bien sûr aussi nos partenaires du Golfe qui ont été très généreux avec les G5, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis en particulier. Et puis bien sûr les États-Unis et d'autres partenaires sont appelés à venir et à faire partie, et bien sûr des partenaires aussi multilatéraux tels que les Nations Unies ou régionaux tels que l'Union africaine vont faire partie de cette coalition, ce qui va renforcer à mon avis la réponse à tous les défis auxquels fait face aujourd'hui le Sahel, et je dois dire des défis qui ne font que malheureusement s'aggraver. Très bien, merci Monsieur le ministre d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Le ministre de la Santé a énuméré aujourd'hui les grandes lignes du volet santé du programme Mes engagements du président de la République. L'exécution du volet santé permettra de réduire le taux de mortalité, d'approcher les prestations sanitaires des populations, d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Aminata Khan. Mise en œuvre effective du volet santé émanant du programme du président de la République dénommé Mes engagements. Supervisant la rencontre, le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nazirou El-Hamed, a souligné l'importance des projets de santé dans le programme du chef de l'État qui, à l'annonce de son programme au soir du 20 juillet, avait déclaré que la santé figure parmi les priorités de l'État. Dr Mohamed Nazirou El-Hamed, ministre de la Santé, a décliné devant l'assistance les 4 projets prioritaires qui seront mis en œuvre à partir du 1er mai 2020. Il s'agit, dira-t-il, du projet de réduction du forfait obstétrical de 55%. C'est ainsi que les femmes enceintes s'acquitteront d'un livret à 4 000 ouguiya de l'ancienne monnaie au lieu de 9 000 ouguiya. Ce livret permettra à la femme de se faire suivre tout au long de sa grossesse et d'être prise en charge en plus de ses analyses et de ses médicaments. Le projet vise à réduire la mortalité néonatale. Le second projet concerne la gratuité des transferts des patients. Le troisième, la gratuité des soins pour les patients admis en salle de réanimation. Enfin, le quatrième projet va renforcer le transfert des malades après l'expérience de Nouakchott-Alek qui va se généraliser dans les autres wilayas. La présentation s'est déroulée en présence de la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Dr Néné Oumou Defa Kane, et du délégué de Ta'azour, Mohamed Mahmoud Bouassriya. Vous le savez sans doute déjà, le ministère de la Santé a annoncé un nouveau cas de coronavirus dans le pays. Une annonce faite ce matin par le directeur général de la santé publique. Écoutons-le. Les services techniques du ministère de la Santé ont diagnostiqué un nouveau cas de Covid-19 ici à Nouakchott ce matin. Il s'agit d'une étrangère âgée de 68 ans. Elle a été transférée vers le site de prise en charge, le site d'isolement et de prise en charge, où elle est en train d'être prise en charge. Il faut dire qu'à l'occasion que le gouvernement a lancé déjà une opération pour identifier tous les contacts de cette dame et pour justement les tester et prendre les mesures qu'il faut. C'est l'occasion pour nous de dire à tous nos concitoyens que le gouvernement est en train de renforcer la surveillance épidémiologique à tous les niveaux, dans toutes les structures de santé du pays, dans toutes les villes, dans tous les villages. Il y aura un système de surveillance qui nous permet de détecter les cas le plus tôt possible et prendre les mesures qui s'imposent. C'est aussi l'occasion pour rappeler à tous les citoyens que c'est vraiment le moment de renforcer encore une fois toutes les mesures de prévention, que ce soit la distanciation sociale, le lavage des mains, mais aussi l'information à propos de tout cas de fièvre avec tout ou toute personne nouvelle dans le quartier ou dans le village. Il va falloir informer les structures de santé les plus proches ou informer à travers le numéro vert 1155. Je vous remercie. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a supervisé ce matin l'inauguration du nouveau siège de la société mauritanienne de gaz, Somagaz. L'inauguration de ce nouveau siège s'inscrit dans le cadre des efforts de la Somagaz pour faire de sa société un pôle productif dans le système économique national. Abdelrahman Hamad.
La coupure de Seriban par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines annonce la mise en service du deuxième siège administratif de la Somagaz à Nouakchott. Ce nouveau siège s'étend sur une superficie de 538 mètres carrés. Il comprend des bureaux administratifs, une salle de réunion, une salle d'accueil et les accessoires nécessaires. Il est équipé et surveillé par des caméras et des appareils de protection contre les incendies. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, accompagné de celui du Commerce et du Tourisme et de la présidente de la région de Nouakchott, ont reçu des explications détaillées sur les spécificités techniques de cette infrastructure et les services qu'elle fournira. Dans un mot prononcé pour l'occasion, la directrice générale de la Somagaz, Mme Fatimatoum Dahi, a indiqué que la société Somagaz a ouvert depuis sa création 16 centres, dont 8 sa propriété et le reste dans le cadre des partenariats avec le secteur privé. Fatimatoum Dahi a précisé que dans le cadre de la stratégie de la Somagaz pour 2020, la société a ouvert 7 nouveaux sièges dans le but de rapprocher les services de la société des citoyens, où qu'ils soient. Notons que l'inauguration de ce siège principal de la Somagaz coïncide avec le lancement par la société de l'opération Ramadan, qui a pour objectif d'aider les populations à bas revenus à faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19, notamment au cours du mois béni de Ramadan. Un groupement d'opérateurs économiques dans le secteur de la pêche a offert un don de 70 tonnes de poissons au ministère des Pêches et de l'économie maritime. Ce don rentre dans le cadre de la contribution à l'effort national visant à la prévention de la propagation du coronavirus. Bokar Baylaba. 70 tonnes de poissons seront distribuées aux populations de l'intérieur du pays. Un don offert par un groupement d'opérateurs économiques, COSM et BNB Frigo, dans le domaine de la pêche. L'objectif est de contribuer aux efforts du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Et c'est le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Nani Oulchourouka, qui a supervisé la remise de ce don. Et c'était en présence du secrétaire général du département. Pour le directeur général de la Société nationale de distribution de poissons, Mokhtar Ahmed Boussaïf, ce don va contribuer aux efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Il a précisé que la société va poursuivre les efforts afin que toutes les populations du pays bénéficient de ses contributions en cette période particulière marquée par la pandémie du coronavirus et le mois béni du Ramadan. Pour le représentant du groupement des donateurs, Brahim Shedad, cette contribution va dans le droit fil des décisions du gouvernement afin d'alléger les effets des mesures prises pour faire face à la pandémie du Covid-19. Il a précisé que les opérateurs économiques ont voulu exprimer leur élan de solidarité à travers ce don. Pour rappel, la Société nationale de distribution de poissons assurera le transport de ces quantités de poissons aux populations bénéficiaires. Direction le Hawd al-Sharqi, une wilaya connue pour son potentiel agro-pastoral. Rabia Deda est revenu sur le potentiel économique de cette wilaya. Située à plus de 1000 km de Nouakchott, la ville de Nema, capitale de la wilaya du Hawd al-Sharqi, est une ville ancienne dont l'économie repose sur l'élevage et l'agriculture. Cette wilaya est une région à vocation essentiellement agro-pastorale, caractérisée par une variabilité climatique telle que traditionnellement s'est instauré un système de production pastorale impliquant la mobilité des cheptels et des personnes. À cet effet, l'élevage et l'agriculture jouent un rôle primordial dans l'économie de la wilaya du Hawd al-Sharqi et constituent les principales activités quant à la création de l'emploi et à la génération de revenus. L'élevage occupe la première place dans la wilaya en tant qu'activité économique. Il est pratiqué par de nombreux habitants du Hawd al-Sharqi. La culture maraîchère connaît elle aussi un essor durant la période de l'hivernage qui permet à ses agricultrices d'augmenter leur rendement. La wilaya du Hawd al-Sharqi est également connue pour sa place stratégique qui lui permet d'être un carrefour pour les commerçants venant du Mali. Ici, les commerçants se donnent rendez-vous au niveau de ce centre névralgique pour effectuer leurs transactions. Au niveau de la wilaya du Trarza, des unités de l'armée nationale continuent de surveiller la zone fluviale pour éviter toute infiltration. La ville de Ntekan, ville avoisinant le fleuve Sénégal, est l'une des villes touchées par la fermeture des frontières en cette période marquée par la lutte contre la pandémie du Covid-19.
Bokar Bailaba. Des rizières à perte de vie. Ici, les terres sont fertiles. L'agriculture est l'une des principales activités dans cette zone frontalière avec le Sénégal. Justement, les unités de l'armée nationale surveillent sans relâche tous les coins de la zone afin d'empêcher toute tentative d'infiltration. La lutte contre le coronavirus oblige. En d'autres termes, personne ne doit réussir à passer entre les mailles du filet. D'où le ratissage en permanence de toute la zone qui jouxte les rives du fleuve Sénégal, un travail de longue haleine qui associe travail de groupe et de vigilance. Non loin de là, c'est Tekan. À l'image des autres villes frontalières, Tekan vit au rythme des patrouilles de l'armée nationale qui assurent la sécurité des populations. En dépit de cette situation, elles continuent à exercer leurs activités quotidiennes. Pour cet homme, aucun problème n'a été signalé ici, en dépit de la difficulté liée aux mesures sécuritaires. En ville, là aussi, les habitants sont disposés à collaborer parfaitement avec les autorités. D'ailleurs, cette femme indique que les habitants sont conscients de l'importance de faire bloc contre toute tentative d'infiltration. En cette période particulière, marquée par la pandémie du Covid-19, la sécurisation des frontières devient de plus en plus intense. Nous restons à Tekan où nous rentrons en contact avec le maire de la ville, M. Kane Siré Mamadou, maire d'Tekan. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, madame. Est-ce que les habitants de Tekan respectent le couvre-feu? Oui, je crois que si je l'ai dit, que les autorisations administratives et sécuritaires pourront en témoigner. Depuis le début de cette pandémie, les gens de Tekan n'ont pas attendu, par la population d'abord, et puis les autorités administratives, les autorités communales et sécuritaires. Et on fait tout ce qu'ils devaient faire pour la sensibilisation sur la gravité et le danger de cette maladie coronavirus qui a ravagé tout à son passage, de la Chine aux États-Unis, à l'Europe jusqu'en Afrique. Donc la population a bien compris. Et puis on remercie les autorités de la Muqata'a, et ensuite de la Wilaya, et soutenu par tout ça, par le chef d'état-major des forces armées nationales. Donc ici, chaque semaine, on a une mission. Imma qu'il soit administratif, donc le wali de la wilaya, sinon c'est la sécuritaire. Très bien, monsieur le maire. La forces armées et de la sécurité. Oui. Pardon, comment se sont déroulées les campagnes de sensibilisation contre la propagation du coronavirus? Comme prévu, on a commencé par l'insistance sur l'hygiène. Donc, se laver après chaque sortie, après chaque mouvement. Éviter les rencontres, qu'elles soient funérailles, et ça c'est inévitable, mais on le fait dans la façon recommandée, inévitable. Sinon, les cérémonies de plaisir, comme les baptêmes et les mariages, ça c'est presque arrêté. Et puis le marché, on est obligé de faire le marché, mais on le fait aussi avec toutes les règles de l'art pour éviter le maximum que le corona puisse s'infiltrer à partir de Tekan. Très bien. Est-ce qu'ils appliquent les mesures barrières données par le ministère de la Santé pour limiter la propagation du coronavirus? C'est exactement les mesures barrières, c'est la distanciation sociale. Ça, c'est respecter, donner la main, les mosquées, la Juma'a. Je crois qu'on a appliqué tout ce qui a été instruit par nos braves autorités. Comment les populations vivent cette situation en ce mois béni du Ramadan? Alhamdulillah, jusqu'à là, alhamdulillah, on arrive à tenir. On a commencé le mois béni de Ramadan dans de très bonnes conditions. Jusqu'à là, la situation est maîtrisée parce que sur le plan pandémique.
Et la frontière, le mardi passé, non, disons le mercredi, donc il y avait toute une mission dirigée par le Wali, le commandant de la région militaire, le commandant de la marine, le directeur de la sécurité, avec tous les services qui s'est agreffé. On a fait toute la vallée, ce qui concerne la commune donc de Jidril Mohgan à Lixeiba, pour vérifier leur position des postes, que ce soit le poste de la marine, les postes des militaires. Bon, on voit qu'en tout cas, c'est difficile. Dire que c'est sécurisé à 100%, hein, c'est pas possible. Mais j'ai fait tout ce qui devrait être fait, ça est déjà fait par nos autorités administratives et sécuritaires. Merci beaucoup, Monsieur Siré Mamadou Kane, maire de la ville d'Ontekan. Le centre de santé frontalier de Boulenoir reçoit quotidiennement des patients en provenance du PK55 en quête de soins. Ce centre est doté de tout le matériel nécessaire pour détecter d'éventuels cas de Covid-19. Aminata Kane. Le centre de santé frontalier de Boulenoir accueille quotidiennement des patients en provenance du PK55 de Nouadhibou en quête de soins. Ce centre équipé du matériel nécessaire allant des thermoflash aux appareils permettant d'analyser et de détecter en plus du diagnostic des malades à temps au moment où le monde fait face à la pandémie du Covid-19. Ce médecin exerçant dans ce centre a déclaré à notre micro que le personnel du centre travaille de jour comme de nuit d'arrache-pied depuis l'apparition du premier cas du Covid-19 dans notre pays. Il poursuit en indiquant que la structure est dotée du matériel nécessaire. Cet autre soignant a affirmé qu'avec la réduction des malades, qu'ils arrivent à mieux gérer leur temps et à se donner plus à l'hygiène du centre. En plus des consultations et des prestations qu'ils offrent, le personnel médical a joué un grand rôle dans la sensibilisation des habitants de Boulenoir sur l'importance de la pratique des mesures barrières. C'est ce que nous confirme cette soignante qui a déclaré que la sensibilisation des populations était un devoir pour eux. Elle conclut en indiquant que l'activité organisée à la mairie a permis de partager avec les citoyens le maximum d'informations sur la pandémie du Covid-19 et les méthodes de prévention. Elle a ensuite appelé les habitants à plus de vigilance. Enfin, nous avons tendu notre micro à ce patient qui nous a confié qu'il est venu ici tard dans la soirée et que les soins nécessaires lui ont été prodigués par un personnel soignant accueillant. La direction de la concurrence, de la protection des consommateurs et de la répression des fraudes relevant du ministère du Commerce redouble d'efforts pour éviter la spéculation sur les prix en mettant en place un mécanisme de surveillance stricte des marchés. Plus de détails avec Abdelrahman Hamad. Grâce à ces équipes de contrôle et de surveillance, la direction de la concurrence, de la protection des consommateurs et de la répression de la fraude relevant du ministère du Commerce et du Tourisme a enregistré plus de 400 fractions durant les mois d'avril courant, portant notamment sur les spéculations des prix des produits alimentaires. C'est ce qui a confirmé le directeur de la concurrence, de la protection du consommateur et de la répression de la fraude, M. Mohamed Mustafa Oulaye, qui a indiqué que la surveillance se fait soit par des visites quotidiennes des équipes au marché des grossistes de produits alimentaires, appelé Cher à risque, et au marché de la mosquée marocaine pour s'enquérir sur le terrain des prix des marchandises et de leur date de validité. Il a ajouté que les interventions se font également suite à des appels téléphoniques où la direction reçoit quotidiennement plus de 40 appels dénonçant des fractions relatives à des spéculations des prix par des commerçants et les équipes procèdent au traitement des cas dénoncés. Les équipes effectuent quotidiennement des visites de routine pour collecter les informations sur les niveaux des stocks d'approvisionnement et les prix dans les marchés, dans le but de permettre à la direction de prendre les mesures nécessaires au moment opportun. Les organisations non gouvernementales de la protection du consommateur ne cachent pas leur satisfaction des interventions de la direction de la concurrence et de la protection du consommateur, notamment au cours de cette période exceptionnelle marquée par l'apparition du coronavirus et les défis en résultant. Les activités des équipes de surveillance se soldent quotidiennement par la rédaction des PV ou des convocations des auteurs des fractions dans le but de préserver la stabilité des prix
et de garantir la validité des dates des marchandises vendues aux consommateurs. L'organisation Jeunesse, Unité et Contentement pour le développement culturel et sportif a organisé une campagne de sensibilisation à Nouakchott, l'occasion pour les membres de l'organisation de distribuer des prospectus et masques aux habitants de la zone avoisinant le port autonome de Nouakchott. Des produits destinés au nettoyage des mains ont également été distribués aux citoyens et sont en tant que contribution de l'organisation aux efforts nationaux visant à prévenir la propagation du virus corona. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Les dirigeants du G5 Sahel soulignent l'urgence d'une solidarité de la communauté internationale afin de faire face efficacement à la pandémie du Covid-19 dans le monde, en Afrique et dans le Sahel en particulier. Le ministère de la Santé entame l'exécution du volet santé du programme Mes engagements annoncé par le président de la République. Annonce du 8e cas de coronavirus dans notre pays. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur El Mauritania.